Voici donc, après avoir vu donc le principe d'Archimède, enfin la démonstration du principe d'Archimède, bon, c'est pas lui qui l'a démontré, je vous le dis tout de suite, lui il a trouvé le fameux principe d'Archimède, c'est le principe, bien sûr, c'est un principe naturel. C'est un principe naturel, mais on lui a attribué le nom principe d'Archimède parce que c'est lui qui a découvert ce principe. Ce n'est ni une invention, ni voilà, ça ne lui appartient pas. Voilà, ça appartient au monde de la nature, puisque bon, c'est une loi naturelle, loi de la nature. Et donc, on peut pas, on lui a attribué le nom parce qu'en fait, c'est lui qui a découvert ce principe. Comment? Je n'en sais rien. Je n'en sais pas plus. Comment l'a-t-il trouvé? Mais en tout cas, Archimède est un fameux penseur. Il avait des outils, notamment des outils, des balances, pas comme pas la balance de Galilée, bon, qui a fait une copie de la balance d'Archimède. Ben, bon, il s'est dit, en 5 pages, il a fait un développement de la balance, bon, la balance de Galilée, euh, et encore moins la balance de Westphal, parce que c'est des outils modernes, hein, ça, les balances de Galilée et de Westphal sont des balances modernes. Mais bon, à l'époque d'Archimède, ils avaient quand même des outillages nécessaires pour calculer voilà, des déséquilibres ou des déséquilibres de poids. Bon, sachez que les vecteurs, moi, à cette époque-là, à mon avis, n'existaient pas encore, ni la gravitation n'avait pas été découverte. Donc, on peut pas écrire, il n'avait pas écrit R est égal à rho GV, hein, parce qu'il ne connaissait pas la gravitation. Vous aurez compris que voilà, il fonctionnait en termes de balance, voilà, de poids, mesure de poids, et d'équilibre et de déséquilibre, mais sans plus. Bon, je crois pas qu'ils allaient au-delà de ça. Voilà. D'ailleurs, la démonstration n'aura pas été n'aurait pas pu être trouvée par Archimède parce que bon, il connaissait pas la gravitation, voilà, et ni les vecteurs. Je crois que à cette époque-là, il connaissait pas les vecteurs non plus. Donc c'est pas la démonstration vectorielle que je vais faire, qui a été faite dans une vidéo précédente et qui va être de nouveau faite ici d'une autre façon. Je vais vous montrer comment. C'est quoi qui va distinguer la précédente vidéo de celle-ci, notamment dans la démonstration du principe d'Archimède. Mais avant toute chose, voyons ce qui a déjà été vu sur la première méthode. Alors, quand je vous dis que je ne sais pas comment il a trouvé son fameux Eureka dans sa baignoire en bois tenue par des ferrailles, et notamment la fameuse couronne en or, euh, où il décidait de trouver un problème voilà, d'hydrostatique, notamment le fameux principe d'Archimède. Eh bien, c'est pas dit que ça s'est passé comme ça. C'est peut-être une légende, ça. C'est peut-être une légende. On n'en sait rien. On n'en sait rien de la véracité, de comment il a trouvé ça. Peut-être qu'il l'a fait avec des. Il l'a pas forcément fait dans son bain. Bon, c'est la légende qui dit ça. C'est une légende. Mais est-elle vraie ou fausse? Bon, si c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai, hein. Ça peut être quelque chose, voilà, quelque chose qui n'est pas euh, véridique. Véridique. C'est peut-être une légende. Enfin, c'est une légende qui attribue bon, il a trouvé dans son bain le principe, fameux principe d'Archimède et qu'il a créé, l'aurait créé Eureka. Bon, ça c'est notamment en mettant à profit la couronne en or du roi et Hieron. Hieron. Donc, c'est pas dit que tout ça est vrai. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est Archimède de Syracuse, Syracuse qui a donné de nombreux savants grecs, et que cette époque-là, c'est bon, Archimède, c'est 287, 212 avant Jésus-Christ, hein. 287, 212 avant Jésus-Christ, ou si vous voulez, moins 287 à moins 212 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai mis les dates à l'envers, hein. Bon, je peux mettre un moins si vous voulez. Bon, moins 287 à moins 212. Comme ça, bon, je ne le mets pas avant Jésus-Christ. Alors, le principe d'Archimède est un principe de mécanique des fluides. Qui dit mécanique dit notion de force, mais lui, il l'a mesuré avec des balances, donc les masses. Il a fait interférence, il a fait
référence aux masses, il a pu décrire ce phénomène de déséquilibre au travers de mesures de masse. Donc, alors la balance de Westphal, lui, elle calcule, enfin, elle mesure directement les masses volumiques. Hein. Voilà, elle mesure directement les masses volumiques. Bon, la mécanique des fluides, bon, qui dit fluide dit liquide ou gaz, ben, c'est tout ce qui est référence à, bon, au phénomène naturel que l'on peut voir autour de soi, où il y a des liquides et où il y a des objets dans les liquides. Alors, il y a une interaction entre la force de gravitation du corps immergé dans l'eau ou flottant dans l'eau et bien sûr les forces de pression. Il existe une interaction force de pression, force gravitationnelle. Et donc c'est ça le principe d'Archimède. Donc il faut un liquide, quel qu'il soit, et on sait bien que sur Terre il y a pas mal de liquides, de l'eau, notamment les océans, les mers, les ruisseaux, les lacs et tout ce qui s'ensuit, notamment, et on peut voir des objets dans ces liquides. Alors on a des icebergs, des bateaux, des radeaux, des poissons, des sous-marins, tout ce que vous voulez qui peut être euh, à l'intérieur de l'eau, à l'extérieur ou flottant sur l'eau. Alors pour les gaz, on a la force ascensionnelle, notamment les fusées, les ballons dirigeables, etc. Voilà, le ballon dirigeable, etc., etc. Donc qu'est-ce que c'est que c'est une interaction de force entre la force de gravitation et s'il s'agit d'un liquide, ben, c'est la force, une poussée, c'est une poussée. Alors les gaz aussi c'est une poussée parce qu'on aura la force ascensionnelle qui est une poussée. Si je prends le ballon ou la fusée, c'est des forces ascensionnelles, des poussées. Et donc le liquide c'est aussi une poussée. Alors, donc c'est une force d'interaction entre un fluide existant et le corps. Alors la première version, elle traite de quoi que je développe dans la vidéo. Je traite en deux versions de démonstration de principe d'Archimède, dont la première version, je vais vous la montrer. Elle a été bon, établie dans une vidéo précédente. Je vais vite la parcourir parce que ça a été expliqué dans une autre vidéo. Par contre, ici, je vais faire une seconde vidéo qui va clarifier les choses par rapport à un système qui n'est plus tout à fait le même que le système qui a été vu. Alors, le système précédent faisait référence à... Bon, tout d'abord, on a un liquide au repos. Bien sûr, on a un corps homogène et ça a son importance. Hein. Le fait qu'il soit homogène, qu'il soit au repos, ça a son importance dans la démonstration. Ici, le corps est homogène. Le corps de forme quelconque. Voilà. Et c'est là la grande hypothèse que j'avais prise ici, c'est qu'on a un corps de forme quelconque. Voilà. Et on a bien sûr un liquide de repos de masse volumique connue. On avait un référentiel galiléen ou inertiel. Voilà. Donc tout ça, c'était vu dans la vidéo précédente. Je réexplique ça parce que je vais entamer une nouvelle démonstration qui va être beaucoup plus simple à établir, qui n'a pas vocation à faire on va dire une transposition de système. Alors quand on prend un corps de forme quelconque, que voici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recherche bien sûr la résultante grand R. Bon, on a les forces de gravitation qui interviennent et la force grand R. Alors la force grand R, elle est au centre de poussée, CP. Point d'application au centre de poussée. Et bah, sur le poids, c'est au centre de gravité. Poids du corps. Alors, je vous rappelle que ceci, le système, c'est le corps. Hein, dans un premier temps. Mais il faut rechercher la résultante R, qui est la force due aux pressions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on a un corps particulier de forme quelconque. Et la difficulté, elle est là, c'est de trouver la pression de ce corps quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décompose en variation de pression delta FPI, qui est perpendiculaire à voilà, c'est une force perpendiculaire à un élément de surface que j'appelle delta S. Alors, bien sûr, il y a un vecteur unitaire UN. Et donc, on essaie de trouver la résultante via ces delta F P de I. Alors, on tente de le trouver,
mais c'est très difficile de le trouver parce que c'est delta Fp de I, ben, c'est une pression PI fois delta S. Et ces delta S là, on a n surface delta S, c'est difficile de trouver voilà, la surface, c'est difficile. Donc, parce que c'est une forme quelconque, et trouver la surface d'une forme quelconque, c'est difficile. Donc on fait ce qu'on appelle une transposition. On ne considère plus le système comme étant le corps en lui-même, en soi, mais le corps extirpé dans lequel on baigne le fluide. Là, on n'a plus qu'un fluide. Le système, c'est le fluide. On a retiré le corps et reste un volume de fluide. Et donc, à partir de là, bon, on s'est trouvé, comme il s'agit du même volume, le volume est le même, la surface est le même, la gravitation est le même. Ce qui va différer, c'est juste la masse M', et d'à côté, la masse M. D'où on peut peser ça, hein, la masse d'un côté, on peut s'amuser à trouver M' et M. D'ailleurs, qui font le fruit de laboratoire. Hein. Alors, en laboratoire, c'est un petit peu comme ça. On fait du laboratoire et on peut calculer M', on peut calculer, voilà, Archimède. Alors, en faisant ça, en faisant la transposition, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est qu'on va avoir un système qui est bien sûr, je vous l'ai dit par hypothèse, en état de repos, donc à l'équilibre. S'il est en état d'équilibre, ben, je peux faire directement l'égalité. Je n'ai plus à chercher une surface d'un objet, mais je peux juste faire l'égalité ici, elle suffit en elle-même. Donc, vous faites les projections du poids. Donc, le poids, ça c'est le poids du fluide. Attention que c'est le poids du fluide, parce que j'ai changé de système. C'est plus, on a fait une transposition. Donc, le système n'est plus le corps, mais le système, c'est le fluide. Donc, le poids du fluide, c'est M masse du fluide fois la gravitation. Mais on peut l'exprimer aussi en fonction de ρ, puisqu'on sait bien que le ρ, c'est la masse du fluide sur V. Donc, je peux trouver facilement voilà, masse du fluide fois, là, on a l'équation vectorielle. Ici, l'équation scalaire, parce qu'on a les projections sur l'axe OZ. Et donc, on retrouve le R, puisque c'est le but de rechercher le R, hein, le R on ne le connaît pas, c'est M de fluide fois G, où MF vaut ρ V, ρ du fluide fois le V du fluide, ρ du fluide fois V du fluide fois G, donc c'est ρ GV, ρ fluide, G fois V fluide. Et là, on vient trouver la force de poussée, c'est la force de poussée, R. Bon, et la force de poussée, c'est ρ fluide, G, V fluide, voilà, qui est le poids de volume de fluide. Alors, on connaît sa norme. Sa norme, c'est ρ fluide, G, V fluide. Il suffit de connaître le volume et le ρ du fluide. On peut trouver, bien sûr, la force de poussée. On connaît sa direction qui est verticale, le sens dirigé de bas vers le haut, de bas vers le haut. Et bien sûr, le poids d'application, c'est le centre de poussée. Bon, voilà, au centre de poussée, on va mettre le R. Bon, qui peut être... il peut avoir une correspondance entre CP et CG. Alors, CP égale le centre de poussée est égal au centre de gravité, que si, bien sûr, le corps immergé est homogène. Si le corps immergé est homogène, CP égale CP égale CG. Centre de gravité égale au centre de poussée. Alors, ce qui donne lieu à la loi de... Enfin, le principe d'Archimède, qui s'énonce comme suit. Tout corps plongé dans un fluide perd de son poids le poids du volume du fluide qu'il déplace. Alors, qu'est-ce que c'est que la poussée? C'est le vecteur R, hein, c'est le vecteur R. C'est la résultante des forces de pression qui est appelée poussée. Et donc, c'est un vecteur appliqué au centre de poussée. Le centre de poussée est le centre de gravité de la masse de fluide déplacée. Attention, c'est le centre de gravité de la masse de fluide déplacée. Bien sûr, de masse volumique ρ fluide et de volume V fluide. Alors, sachant cela, vous avez bien vu que j'ai fait une transposition. J'explique tout ça dans la vidéo précédente. Hein. J'ai fait une transposition.
voilà, du système. J'ai changé de système. Je suis passé du système qui était le corps au système qui est le fluide. Alors pourquoi ça? Parce que je ne sais pas calculer la surface, parce que c'est une surface compliquée. Alors maintenant, je vais changer la donne. Alors la donne, cette fois-ci, bien sûr c'est toujours un fluide au repos. Cette fois-ci, je vais mettre une forme non pas compliquée, mais une forme simple, qui est juste un cylindre. Bon, c'est très simple, le cylindre, qui baigne dans, bien sûr, un récipient dans lequel il y a un fluide au repos. J'ai mis le cylindre un peu trop grand, je vais le réduire. Bon, mais maintenant, je peux calculer ces forces de pression. Hein. C'était pas le cas auparavant, mais maintenant, bon, le cylindre, c'est facile. Hein. Bon, j'ai des surfaces faciles, donc ça ne doit pas être compliqué de calculer. Euh, de calculer la pression exercée sur la surface du cylindre. Ça change la donne. Donc, la démonstration ne va pas se faire ici à l'aide d'une transposition. Hein. Voilà, tout est facile ici. Il n'y aura pas de transposition à faire. Bon, il y a certaines choses qui vont rester, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais mettre les hypothèses. Les hypothèses, c'est que on a bien sûr un cylindre de poids P, plongé bien sûr dans un liquide de masse volumique ρ. On a un cylindre de poids P. Je vais noter ça parce que on a un cylindre donc de poids P plongé ou immergé dans un liquide. Bien sûr, le liquide a une masse volumique ρ et il est au repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force transversale, verticale ou des forces dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas une dynamique derrière tout ça. On a de la statique derrière ça. Tout est au repos. On peut faire de la statique. Il n'y a pas à avoir d'accélération ni quoi caisse. De mouvement, il n'y a pas de mouvement là. Voilà, tout est au repos. Et là, je vous ai dit que tout change la donne parce que je peux calculer, du fait qu'on a quelque chose de facile, je peux calculer les forces. Ces forces-là, je peux les calculer qui s'exercent sur la surface. Donc j'ai une force F1, ici j'ai une force F2, et bien sûr, toute la surface latérale, sur toute la surface latérale, on a des forces partout, partout, partout. Alors vous allez me dire, est-ce que là, on a une nécessité de mettre un axe XY parce que j'ai toutes des forces long du pourtour de la surface latérale? Mais non, pourquoi? Parce que vous savez très bien que si on regarde en vue de dessus, ces forces qu'on a là comme ça, bon, on a un cylindre, on a un cercle. Si on regarde du dessus, on a un cercle. Voilà, on a un cercle. Et donc, toutes ces forces qui seront, qui vont agir sur ce cercle, ben, elles vont s'annuler. Hein. Voilà, on a deux forces. Une force qui est là va s'annuler avec celle-là. Alors, si j'en prends une autre, bien sûr, en passant par le centre, cette force-ci va s'annuler avec cette force-là. Et tout le pourtour, ça va être comme ça. Et dans toute la hauteur aussi. Hein. Dans toute la hauteur, toutes les forces vont s'annuler. Donc on n'a pas de composante, si vous voulez, en XY. On n'aura qu'une composante qui sera suivant un axe Z. On n'a pas de composante en XY, on n'a qu'une composante en axe suivant Z. Et là, moi, je peux écrire les équations qui sont très simples, puisqu'il n'existe que deux types de forces, l'une sur la base en bas, et une sur la base du cylindre en bas, et une sur la base du cylindre au-dessus. Et tout ce qui est force, on va dire, autour du cylindre, ça s'annule. D'ailleurs, le cylindre est un cas très, très facile d'étude en mécanique des fluides. Souvent, pour démontrer des choses, de façon très simpliste, on prend le cylindre. Hein. Comme ça, bon, on a... Voilà, vous voyez que vous aurez des simplifications qui vont se faire.
Et le cylindre, c'est vraiment le parfait état pour expliquer des choses très vite, en mécanique des fluides, très vite, très simplement, très facilement, avec des calculs faciles. Donc vous n'aurez pas la transposition, puisque ici j'ai pris un corps, j'ai pris un corps quoi, avec un volume quelconque, donc à une surface latérale quelconque, donc c'était difficile d'appréhender les forces en surface, hein. Les forces, donc les forces de pression en surface. Bon, il fallait calculer. Voilà, ici, c'était pas possible de déterminer ça parce que la surface n'est, voilà, n fois delta S, on ne la connaît pas. N fois les petites parties delta S se donne une surface complète, mais qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Alors que maintenant, en mettant un silence, je simplifie la donne et je n'ai plus de transposition à faire parce que le fait de ne pas connaître la surface, je ne connais pas R, donc il faut calculer le R autrement. Et la seule façon de calculer autrement, c'est de passer par un système, un changement de système où on connaît, voilà, le fluide, il est connu, hein. Et au niveau de ses paramètres physiques, il est connu. Donc je transpose le problème, voilà, d'un objet, je regarde ça, voilà, sa nature, je regarde plus l'objet, mais je regarde le fluide, pour le même volume. Donc je change de système et j'étudie le fluide. Et donc comme j'ai un corps au repos, j'étudie la statique du fluide. Et là je sais trouver, bon, P est égal à R, ce qui fait masse du fluide fois G. Et masse du fluide on connaît, parce que c'est ρ fluide fois V fluide. Et donc là, en prenant un cylindre, la donne fait en sorte que je n'ai plus de transposition à faire. Et regardez bien, les calculs sont très simples, parce qu'on aura en F1, bien sûr, je projette sur l'axe des Z, hein. Donc j'ai plus de vecteur, hein. Ne pensez plus que j'ai un vecteur, parce que on sait bien que tout est vertical. On n'a que deux forces verticales, F1 et F2. On a F1 et F2. Alors, F2, on ne le voit pas fort, je vais le tracer ici, c'est F2. F2, voilà. C'est cette force-là. F2, c'est celle-là. Alors, F1, ben, on sait bien que F est égal à P, une pression, c'est F sur S. Donc F1, c'est la surface de base du dessus, qui est S, voilà, P1 fois S1. C'est la pression totale qu'il y a sur la surface au-dessus. Et là, j'ai la force de pression F1. Et en dessous, sur la base du bas, sur la surface latérale, il n'y a plus de pression parce que tout est équilibré. Si je fais une projection sur l'axe des Z, eh ben, on a la même chose, P2 fois S2. Alors, je peux vous dire que S1 égale S2, c'est la même base, hein. C'est un cylindre donc, de même base. Donc je peux dire qu'ici, ben, on a S, F1, P1S, F2, P2S. Alors, où est la pression la plus grande? Alors, je vous rappelle que la pression est dépendante de la hauteur, hein. La pression est une fonction de la hauteur. Et là, la hauteur ici elle est plus basse que cette hauteur-là. Donc, la pression est plus haute au point bas. Ça, c'est le point bas. Et ça, c'est le point haut. Et donc, la pression est plus basse au point bas. Bien sûr, je mets l'origine ici, le vecteur de base I comme ceci, l'axe des Z dans ce sens-là. Voilà. Donc le Z, le point le plus bas, a une hauteur beaucoup plus grande qui est HB est plus grand que celui-ci qui est point haut HA ou HH. La hauteur haut est plus petite que la hauteur basse dans un repère, parce que le 0, vous voyez où il est là, où est la hauteur. Donc la pression est plus haute au point bas. La pression est plus haute au point bas qu'au point haut. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Que la pression en P2 est plus grande que la pression en P1. Alors la pression en P2, c'est la pression ici. Pression en P2 est plus grande que la pression qui est là, en P1. Et donc,
de cela, je peux tirer P2 plus grand que P1. Or, on sait bien que P2S, ça fait F2, ben, ce sera plus grand que P1S, qui est égal à F1. Donc, en d'autres termes, F2, si la pression P2 est plus grande que P1, la force en F2 est plus grande que la force en F1. Donc, ça veut dire que si je fais la différence, on a F2 moins F1. Alors, F2 moins F1, qu'est-ce que c'est? C'est une résultante. Et cette résultante, elle est positive. Donc, on a une force résultante non nulle qui est positive. Donc, la force, on va regarder tout de suite. Donc, on a le cylindre. Hein. On a, alors, je vous rappelle que F1 est au-dessus, est dirigé vers le bas. F1 est dirigé comme ceci. Voilà. Et F2 est dirigé. J'essaie de dessiner mon cylindre correctement, mais je vais essayer de le faire correctement parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Voilà mon cercle. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? J'ai dit qu'en norme, c'était F2. Donc, on a ceci. Voilà, ça c'est F2. Alors maintenant, si je ramène F1 vectoriellement, je ramène celui-ci ici, qui est beaucoup plus petit, bah, il va rester une résultante. Ça c'est F1. Et la résultante, elle est là. Voilà, ça c'est la résultante. Donc, la résultante est dirigée vers le haut. La résultante est dirigée vers le haut. Et ça, c'est la poussée d'Archimède. C'est la poussée d'Archimède. Alors, elle s'applique bien sûr au centre de poussée. Donc, R, ici c'est une forme facile, c'est pour ça que j'ai su trouver facilement. C'est pas comme auparavant, où j'avais dit, quand j'avais une forme quelconque, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est bon, j'ai dû faire un tour de passe-passe et passer par une transposition de système. Ici, c'est pas un problème, c'est parce que déjà, les surfaces latérales, elles s'annulent. C'est pour ça qu'on a pris un cylindre. C'est une forme spéciale qu'on utilise en mécanique de fluide pour annuler, je veux dire, faire des hypothèses d'annulation, par exemple, de tout ce qui est surface latérale. Hein. Il ne reste plus que les surfaces des deux bases et on peut parler que des surfaces de deux bases. Donc, on a R qui est la force de poussée, ou, si vous voulez, la poussée d'Archimède, hein, et qui s'applique au centre de poussée. Voilà. Donc il est dirigé de bas vers le haut, direction verticale, et son module, il vaut ρ, g, v, bien sûr c'est ρ fluide, g est volume du fluide. Alors qu'est-ce que c'est que le volume du fluide? C'est le volume du fluide déplacé. Voilà, c'est le volume du fluide déplacé. Alors, quand est-ce que le CP est égal au centre de gravité? Mais quand je vous ai dit, lorsque la masse du liquide, si le corps immergé est homogène. Alors, si on a le corps qui est immergé, qui est homogène, on a CP égale CG. Ce centre de poussée est égal au centre de gravité. Si le corps immergé est homogène.
Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, ben ça, comment j'ai trouvé ça? Ben ça, je le sais du résultat qui a été démontré auparavant. Voilà. Mais je vais vous le démontrer quand même ici en module. En module, voilà. Ça a été démontré. euh, pas ici, pas encore là. Voilà, par ceci. Donc vous savez que c'est ρGV. Mais maintenant, je vais le démontrer, pas par cette voie-là, parce que ça c'est une autre voie, c'est par une transposition de système. Alors, je vous annonce le résultat qui vaut ρGV, mais je vais le démontrer, bien sûr. Hein. Ça, j'ai pas encore fait. Mais on sait bien que le R, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on en connaît. On sait bien que c'est un vecteur, hein, ça c'est la première chose. Que ce vecteur a un point d'application, voilà, c'est le centre de poussée, et qui peut correspondre au centre de gravité si le corps immergé est homogène. Voilà. On connaît son sens, puisqu'il est dirigé de bas vers le haut. Voilà, il a un point d'application, il a un sens et il a une direction, puisque la direction, c'est une direction verticale. Donc la poussée est verticale, dirigée de bas en haut, et bien sûr, avec un point d'application qui est le centre de poussée. Et bon, le centre de poussée, si vous voulez, en gros, c'est le centre de gravité de la masse de liquide homogène, hein, déplacée. C'est le centre de gravité de la masse de liquide homogène déplacé. Je répète encore une fois, c'est le centre de gravité, non pas du corps, mais de la masse de liquide homogène déplacée par le cylindre immergé. Parce qu'ici, il s'agit d'un cylindre. Alors maintenant, je vais calculer bon, le module. Eh bien, comment calculer ce module? Je vais appeler cette poussée P'. Alors, je vous rappelle que P', bien sûr, par projection, hein, tout est projeté sur l'axe Z, bien sûr, ça vaut R, hein, projeté. Mais en fait, c'est tout bonnement F2 moins F1. Ouais, mais F2 moins F1, c'est, si vous voulez, P2, sa pression P2, hein, P2S moins P1S. C'est-à-dire que c'est P2 moins P1 fois, ouais, ici c'est fois S, oui, fois S. Donc c'est la variation de pression fois S. Or ici je sais trouver, bon, la surface elle est facile à trouver puisque c'est un cylindre. Et les bases, c'est un cercle, les bases, les surfaces sont deux cercles, hein, c'est deux cercles qui sont les bases du cylindre. Et on sait bien que d'après le troisième principe de l'hydrostatique, la variation de pression, delta P, égale à rho G H. Et bien sûr, il faut que j'ai... Bon, ça c'est le delta P. Ceci c'est delta P fois S. Et ça, c'est quoi qui dit que c'est rho G H? Ben, la pression est proportionnelle à la hauteur, puisque c'est un principe d'hydrostatique. Et c'est, je dirais même, le troisième principe de l'hydrostatique. Delta P égale rho G H. Ce qui veut dire que si je fais H fois S, la hauteur fois S, comme il s'agit d'un cylindre ici, ici c'est le volume du cylindre. Ici c'est le volume du cylindre. Donc ici on aura ρ G volume du cylindre. Voilà. Alors je vous rappelle que P, qu'est-ce que c'est? Rho, c'est la masse volumique du fluide. Hein. C'est la masse volumique du fluide. Donc c'est la masse volumique du fluide. Donc on a bien, et ça c'est le volume déplacé par le fluide, donc c'est ρ. Et donc là vous avez vraiment le module de la poussée que je viens d'appeler P', qui est R en fait, qui est la résultante R. P' égale R égale ρ fluide fois G fois le volume déplacé par le fluide, c'est
V fluide. Et donc, je peux énoncer maintenant, on connaît le vecteur R, puisqu'on connaît, on sait que c'est un vecteur, on connaît son point d'application, on connaît son sens, on connaît sa direction, et bien sûr, je vais trouver ici le module. Le module vu sous forme d'un cylindre immergé, bien sûr, et il calcule voilà, du module sous forme d'un volume immergé en faisant apparaître, bien sûr, les forces de pression, et donc le troisième principe de l'hydrostatique. Et bien maintenant, je peux énoncer le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale en valeur au poids du liquide déplacé. Pourquoi? Parce que ceci, rappelez-vous que c'est la masse du fluide fois G. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, ρ F, ρ fluide fois V fluide, ben ça c'est la masse du fluide. Hein. Je vous rappelle qu'une masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube, c'est-à-dire une masse de fluide ici sur un volume de fluide, et ça c'est la masse volumique du fluide, ρF. Et donc si je prends, si je fais fois VF, ben, on a la masse du fluide. La masse du fluide vaut ρF fois VF. Donc, masse du fluide fois G, ben, donne masse du fluide fois G donne la poussée d'Archimède. Donc je répète encore une fois, tout corps plongé, et j'ai bien dit tout corps, quel qu'il soit, hein, bien sûr, il n'y a pas d'exception à ça, il n'y a pas d'exception, c'est pour ça qu'on dit tout corps, quel qu'il soit le corps, ou tout corps plongé dans un liquide, quel qu'il soit, c'est-à-dire quelle que soit la masse volumique du liquide, et quel qu'il soit le corps, quel qu'il soit le liquide, ils subissent tous, quel qu'il soit, hein, sans exception, de la part du liquide, une poussée verticale. Ben, c'est une poussée due à la pression. Vous aurez compris que c'est une poussée due à la pression. Si je fais intervenir voilà, les forces hydrostatiques, le troisième principe d'hydrostatique, c'est qu'on a affaire à des forces de pression. Et c'est les forces de pression qui font monter. Voilà, c'est les forces de pression qui font monter, enfin qui font une espèce de force voilà, vers le haut. Créer une force vers le haut. Donc tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut égale en valeur au poids du liquide déplacé, c'est-à-dire M masse de fluide fois la gravitation. Alors le centre de poussée, c'est le point d'application de la poussée d'Archimède. Et le centre de gravité, bon, on peut avoir deux centres. Hein. Alors, si j'appelle C, C', je les distingue, je fais un distinguo. Voilà. Ça, c'est C. Celui-ci, c'est C'. Alors ça, c'est P. P'. C'est R, c'est les forces dues force de pression. Et ça, c'est la force de gravitation. Bon, je vais le mettre en vectoriel. Hein. Je le mets en vectoriel. Il n'y a pas de projection sur l'axe. C'est bon, je considère que c'est... Voilà. Alors ici, je considérais le centre de gravité. Alors, bien sûr, Fg, c'est le poids du corps immergé. Et on a C', qui est le point d'application de la poussée d'Archimède. Et le centre, bon, le centre de poussée, c'est C'. Hein. Centre de poussée, C'. Voilà. Et ça, c'est le C, c'est le centre de gravité. Donc, CP ou C', c'est le centre de poussée, point d'application de la poussée d'Archimède. Et le C, c'est le centre de gravité, point d'application du poids P du corps immergé, qui ne correspondent pas forcément avec le point C'. Alors, ils vont correspondre, C égale C' si le corps immergé est homogène. Si le corps immergé est homogène, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, C égale C', si le corps immergé est parallèle. Alors, on a
plusieurs cas de figure. Donc ici, on a bien le poids P, c'est le poids du corps immergé, alors que P' est la poussée d'Archimède. C' étant le centre de poussée, et C étant le centre de gravité du poids du corps immergé. Alors maintenant, on a plusieurs cas de figure qui peuvent intervenir. Soit on a P supérieur à P', soit P est inférieur à P', ou soit P égale P'. Alors, dans le cas où P, si je fais P supérieur à P', on a P moins P' positif. Si on fait P plus petit que P', si on a P plus petit que P', P moins P' est négatif. Et si P égale P', P moins P' égale 0. Donc, si P moins P', si P est supérieur à P', P moins P' est une force verticale dirigée vers le bas et le corps coule. Là, le corps coule. Là, on a une résultante qui est dirigée vers le bas. Ça, le corps coule. Là, si P est inférieur à P', P moins P' est une force toujours verticale, dirigée cette fois-ci vers le haut. Et là, on appelle ça force ascensionnelle. On a une force ascensionnelle. Et si P égale P', si P égale P', ben, à ce moment-là, P moins P' égale 0, le corps flotte entre deux eaux en équilibre si C et C' sont sur la même verticale. Donc entre deux eaux, en équilibre, si C et C' sont sur la même verticale, c'est-à-dire si le centre de gravité et le centre de poussée sont sur une même verticale, ben, le corps flotte entre deux eaux et il sera en équilibre si C et C', CP et CG sont sur la même verticale. Alors maintenant, bien sûr, je n'ai pas dit ce que c'était que P. P, vous savez ce que c'est ρ GV. Hein. Rho GV, Rho c'est le corps. Voilà. VC c'est le volume du corps. Alors que P' égale Rho fluide G V fluide. Alors P' c'est Rho fluide G volume immergé avec le volume immergé qui est la partie du volume total. Donc on a P est égal à Rho GV. Rho C, c'est Rho, c'est la densité de la matière immergée. Et Rho F, c'est la densité du fluide ou du liquide. Fluide ou du liquide. Alors, si on fait une comparaison des densités, P supérieur à P' signifie qu'on a Rho corps, G V corps supérieur à Rho fluide, c'est liquide, le fluide c'est liquide, G V fluide. Donc comme on a VC égale VF, la gravitation est la même, on a le ρ du corps supérieur au ρ F. Si on a P inférieur à P', donc là je vous rappelle qu'il coule. Hein. Il coule parce que la densité du corps est supérieure à la densité du fluide. Du fluide déplacé bien sûr. Hein. Alors il remontera. Il remonte le corps. On a une force ascensionnelle si bien sûr ρ corps G V corps est inférieur au ρ fluide
G, V fluide. On peut simplifier V corps, V et G. Il va rester bien sûr ρ corps inférieur à ρ fluide. Donc quand la densité du corps est inférieure à la densité du fluide, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, le corps il remonte. Et à ce moment-là, si on est en équilibre, le corps est en équilibre entre deux eaux, si on a ρC égale ρF, tout simplement. Ils sont de même densité. Si le corps est le corps de volume déplacé de liquide, ou même comment on appelle ça, même densité, ben, en fait ils vont flotter. Ils flottent entre deux eaux. Bon, maintenant on peut avoir une étude dynamique, hein, une étude dynamique qui fait que vous avez un corps qui est tout en bas. Alors, du fait de, on va l'immerger tout en bas, il va remonter. Alors, sous l'effet de la force de la poussée d'Archimède, le corps va remonter vers la surface et va, à un moment donné, émerger de la surface. À un moment donné, le corps, il va être comme ceci. Voilà, il va émerger de la surface. Donc, il y aura une partie immergée, une partie non immergée. À ce moment-là, la valeur du volume du liquide déplacé, bien sûr, va diminuer parce qu'on n'a pas une immersion totale, hein. Là, on avait une immersion totale. Le volume de liquide déplacé n'est pas le même volume que de liquide déplacé qui est là. C'est pas la même chose, hein. Vous aurez compris qu'on a une diminution du volume déplacé du liquide qui diminue. Et de par ce fait, la poussée d'Archimède, bien sûr, va diminuer aussi. La poussée d'Archimède va diminuer aussi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va flotter. Quand il va flotter complètement, parce que c'est un processus dynamique qui se fait à différentes étapes, il ne va pas tout de suite flotter, hein. Donc la poussée d'Archimède va diminuer jusqu'à on aura un équilibre. Et quand on aura l'équilibre, à ce moment-là, on aura P égale P' et le corps va flotter en surface. Donc là, on a une variation, si vous voulez, de la poussée d'Archimède, puisque, je veux dire, le corps immergé ne sera pas toujours totalement dans l'eau, enfin dans le liquide, qu'à un moment donné, il va émerger, il va faire ressortir une partie, puis encore une partie, puis encore jusqu'à un moment où il va flotter. Et là, quand il flotte, ben, P égale P'. Alors sachez aussi que la poussée d'Archimède est valable pour les gaz. C'est ce qu'on appelle la poussée aérostatique. Elle est valable pour les gaz. Et ça, je le verrai quand je verrai, voilà, la poussée d'Archimède dans les gaz. Donc ici, la théorie était faite sous forme à l'aide d'un cylindre. Quelque chose de très simple. Voilà, j'ai pris un cylindre pour démontrer le. Voilà, ici, principe d'Archimède au travers d'un cylindre. Plutôt qu'une surface complexe qui demande une transposition. Voilà, ceci demande une transposition, hein. Voilà, allez voir la première vidéo. Vous allez voir que ça nécessite une transposition. Je vous remercie.